Dubaï, le Burj Al Arab enveloppé de flammes. À Abu Dhabi, un décès signalé à l'aéroport international. À Doha, d'épais panaches de fumée montent au-dessus de la capitale. À Jérusalem, des missiles éclatent à quelques centaines de mètres seulement des sites sacrés. Et à Djebel Ali, l'un des ports les plus stratégiques de la planète, responsable d'environ 10% du trafic mondial de conteneurs, les quais brûlent. On pourrait croire à l'ouverture d'un blockbuster apocalyptique. Pourtant, rien de fictionnel ici. Tout cela s'est produit en moins de 48 heures dans des métropoles que la planète entière pensait protéger de la guerre. Bienvenue dans ce que Téhéran appelle sa riposte réelle. Pour comprendre pourquoi les frappes ont atteint Dubaï, Abu Dhabi et Doha, et pas seulement quelques bases militaires isolées dans le désert, il faut regarder la logique stratégique iranienne derrière l'opération. Le message transmis par les gardiens de la Révolution est limpide. Toute installation accueillant ou soutenant les forces américaines ou israéliennes peut devenir une cible légitime. Ce n'est pas une simple déclaration politique, c'est une doctrine appliquée sur le terrain. Très vite, la riposte iranienne a dépassé les seuls sites militaires. Les frappes ont touché des aéroports, des ports commerciaux, des hôtels, des zones diplomatiques et même des artères économiques majeures. Dubaï, le Burj Al Arab enveloppé de flammes. À Abu Dhabi, un décès signalé à l'aéroport international. À Doha, d'épais panaches de fumée montent au-dessus de la capitale. À Jérusalem, des missiles éclatent à quelques centaines de mètres seulement des sites sacrés. Et à Djebel Ali, l'un des ports les plus stratégiques de la planète, responsable d'environ 10% du trafic mondial de conteneurs, les quais brûlent. On pourrait croire à l'ouverture d'un blockbuster apocalyptique. Pourtant, rien de fictionnel ici. Tout cela s'est produit en moins de 48 heures dans des métropoles que la planète entière pensait protéger de la guerre. Bienvenue dans ce que Téhéran appelle sa riposte réelle. Pour comprendre pourquoi les frappes ont atteint Dubaï, Abu Dhabi et Doha, et pas seulement quelques bases militaires isolées dans le désert, il faut regarder la logique stratégique iranienne derrière l'opération. Le message transmis par les gardiens de la Révolution est limpide. Toute installation accueillant ou soutenant les forces américaines ou israéliennes peut devenir une cible légitime. Ce n'est pas une simple déclaration politique, c'est une doctrine appliquée sur le terrain. Très vite, la riposte iranienne a dépassé les seuls sites militaires. Les frappes ont touché des aéroports, des ports commerciaux, des hôtels, des zones diplomatiques et même des artères économiques majeures. Pourquoi viser autant d'infrastructures civiles? Parce que le message dépasse largement la dimension militaire. L'Iran veut rappeler une chose simple. Si un État choisit d'abriter la puissance américaine sur son territoire, il devra aussi assumer les conséquences économiques de cette alliance. Et dans les pays du Golfe, où des villes entières ont bâti leur prospérité sur une image de sécurité absolue et de stabilité parfaite, ce type de message frappe exactement là où la douleur est la plus vive. Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, le dit clairement à la télévision. Hier, l'Iran a tiré des missiles sur les États-Unis et Israël, et cela leur a fait mal. Aujourd'hui, nous les frapperons avec une force qu'ils n'ont jamais connue auparavant. Ce n'est pas une menace abstraite, c'est un programme annoncé et il a été exécuté. Dubaï, la ville que tout le monde croyait intouchable. Hub mondial de l'aviation, plaque tournante financière de la région, symbole même de la prospérité du Golfe et depuis des années un terrain d'entente informelle où les affaires iraniennes et occidentales coexistaient. Tout cela vient de prendre fin en une nuit. Des missiles et des drones iraniens frappent dans et autour de Dubaï. Les systèmes de défense aérienne s'activent au-dessus de la ville et c'est là que se produit quelque chose que personne n'avait vraiment anticipé. Les débris des missiles interceptés tombent eux-mêmes sur les infrastructures. Le Burj Al Arab, l'hôtel en forme de voile, icône mondiale de Dubaï, est endommagé par des éclats. Palm Jumeirah, l'île artificielle la plus photographiée du monde, est secouée par de fortes explosions. Des témoins décrivent de la fumée s'élevant dans le paysage urbain. Mais c'est au port de Djebel Ali que l'impact est le plus lourd. Un incendie se déclare sur les quais après que des débris d'un missile intercepté mettent le feu à une partie du site. DP World, l'opérateur public, suspend temporairement toutes les opérations. Les équipes de la défense civile de Dubaï combattent les flammes. Comprenez ce que représente Djebel Ali. Plus d'un tiers du produit intérieur brut de Dubaï,
10% du trafic mondial de conteneurs, le plus grand port militaire américain de la région. En quelques heures, ce nœud logistique mondial vient d'entrer en zone de guerre. Le bureau des médias de Dubaï est obligé d'avertir la population. Des vidéos d'un ancien incendie du port datant de 2021 circulent en ligne pour créer la confusion. Le chaos informationnel accompagne le chaos physique. 2 personnes sont blessées par des éclats de drones interceptés dans des habitations. L'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté du monde pour les connexions internationales, est paralysé. À Abu Dhabi, la nuit est encore plus marquante. Le premier mort confirmé dans un État du Golfe depuis le début de la riposte iranienne, une personne tuée à l'aéroport international Zayed d'Abu Dhabi. Les autorités le confirment. La sécurité de l'espace aérien est renforcée en urgence. Mais ce qui se passe ensuite va faire le tour du monde diplomatique. Des débris provenant d'un drone intercepté tombent sur le complexe Etihad Towers, un ensemble de tours au cœur d'Abu Dhabi. Ce complexe abrite quelque chose de particulièrement symbolique. L'ambassade d'Israël ainsi que plusieurs missions diplomatiques internationales. Les débris endommagent la façade. Une femme et son enfant sont légèrement blessés. Officiellement, c'est un drone abattu. Officiellement, c'est un dommage collatéral d'une interception. Mais l'image politique est implacable. Les débris d'une frappe iranienne viennent de tomber sur le bâtiment qui abrite la représentation diplomatique israélienne à Abu Dhabi. Et dans le port d'Abu Dhabi également, des panaches de fumée noire sont observés par des témoins au-dessus de la zone portuaire de Zayed. Les Émirats arabes unis ferment leur ambassade à Téhéran et rappellent leur ambassadeur. Le pays qui avait signé les accords d'Abraham en 2020, la normalisation historique avec Israël, vient de payer le prix de ce choix géopolitique en monnaie sonnante et trébuchante. Au Qatar, les sirènes retentissent à Doha. Des vidéos montrent des colonnes de fumée s'élevant au-dessus de la capitale. Les autorités qataries sont prudentes dans leur communication. Le ministère de l'Intérieur confirme un incendie mineur dans une zone industrielle causé par des éclats après l'interception de missiles. Aucun blessé confirmé côté Qatar. Mais la véritable cible à Doha, c'est Al Udeid Air Base, la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient. Et un missile patriote américain rate sa cible au-dessus de la base, filmé par des soldats américains eux-mêmes. Cette vidéo fait le tour du monde et change quelque chose dans la perception de l'invulnérabilité américaine. L'émir du Qatar appelle Trump personnellement pour lui demander de contenir une dangereuse escalade. Même le pays qui héberge la plus grande base américaine de la région presse Washington de freiner. À Bahreïn, le quartier général de la 5e flotte américaine est directement ciblé. Des explosions sont visibles depuis le centre de Manama. Un drone s'écrase sur l'hôtel Crown Plaza, un établissement fréquenté par des officiers américains, forçant une évacuation d'urgence. L'aéroport international est touché. Au Koweït, la base Ali Al-Salem, qui abrite des contingents américains et italiens, est directement visée. 1 mort, 32 blessés, l'aéroport international frappé. En Jordanie, la base de Mouvafaq Salti est ciblée. L'Allemagne, dont des soldats sont stationnés sur cette base, confirme qu'elle a été touchée. Des débris retombent près d'Anbar en Irak. Des explosions secouent la base américaine Victory près de l'aéroport de Bagdad. Des colonnes de fumée sont visibles depuis la ville. La base de la coalition internationale près de l'aéroport d'Erbil est également visée. Des drones suicides iraniens passent par l'espace aérien irakien pour atteindre Israël. En Syrie, un père et ses 3 filles sont blessés à Ain Tarma près de Damas par des débris d'un missile iranien intercepté en route vers Israël. Blessure légère, confirme l'agence officielle Sana. À Oman, le port de Duqm. Oman, médiateur des négociations nucléaires, épargné dans un premier temps, est finalement touché par 2 drones. Un employé est blessé. Même les médiateurs ne sont plus à l'abri. En 48 heures, plus d'une dizaine de pays sont touchés directement ou indirectement. La carte du Moyen-Orient n'est plus la même. Mais revenons à Israël, où la riposte iranienne produit ses bilans les plus lourds. À Tel Aviv, des missiles iraniens frappent la capitale économique. Au moins 40 bâtiments sont endommagés selon la municipalité citée par Haaretz. Plus de 200 habitants sont forcés d'évacuer, relogés dans 3 hôtels. Le président israélien Herzog se rend lui-même sur les lieux de l'impact. Puis Beth Shemesh, dimanche après-midi, 9 morts, 28 blessés, 11 personnes disparues sous les décombres. Un quartier résidentiel, une synagogue, un abri antibombe public effacé, confirment le Magen David Adom ainsi que Al Jazeera, Reuters et le Times of Israel. Et puis, et c'est là que la dimension symbolique devient explosive, des missiles iraniens atteignent Jérusalem. Pas les abords,
Jérusalem. 6 blessés confirmés par le Magen David Adom. Des explosions sont entendues dans la nuit dans la ville sainte, à quelques kilomètres des lieux les plus sacrés de 3 religions mondiales. Pensez à ce que cette image représente dans le monde musulman, dans le monde chrétien, dans le monde juif. Des missiles iraniens sur Jérusalem. C'est une séquence qui dépasse la stratégie militaire. Elle touche quelque chose d'infiniment plus profond. Le gouvernement israélien décrète l'état d'urgence national. 100 000 réservistes mobilisés. Tous les hôpitaux transfèrent leurs services dans des installations souterraines et, le 2 mars, la guerre prend une nouvelle dimension. Le Hezbollah, qui observait un cessez-le-feu avec Israël depuis novembre 2024, rompt le silence. Pour la première fois en plus de 3 mois, des roquettes et des drones sont tirés depuis le sud du Liban en direction d'Israël. L'armée israélienne confirme, c'est bien le Hezbollah. Le groupe le revendique lui-même, publiquement. Le Hezbollah affirme avoir ciblé un site de défense antimissile israélien près d'Afula avec des frappes de précision et des drones. Il présente cette action comme une vengeance pour la mort de Khamenei et une réponse aux opérations israéliennes au Liban. La riposte israélienne est immédiate et massive. Tsahal annonce frapper des cibles du Hezbollah à travers le Liban, y compris la banlieue sud de Beyrouth. Des frappes à grande échelle contre Téhéran sont simultanément annoncées. Des habitants du sud du Liban fuient massivement. Des voitures avec des matelas sur le toit, des routes engorgées vers Saïda. Un peuple qui a déjà vécu la guerre de 2006 et la guerre de 2024 fuit à nouveau. Le premier ministre libanais juge ces tirs du Hezbollah irresponsables. Le président Aoun estime qu'ils nuisent aux efforts de Beyrouth pour éviter un conflit. Mais les deux camps n'écoutent pas Beyrouth. Le front nord d'Israël est désormais réactivé. Le cessez-le-feu de novembre 2024, qui avait coûté des mois de négociations, vient de s'effondrer en quelques heures. Pendant que les missiles volent, les discours se durcissent de chaque côté jusqu'à un niveau rarement atteint. Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien, déclare face caméra « Vous avez franchi notre ligne rouge et vous devez en payer le prix. Nous vous porterons des coups si dévastateurs que vous serez vous-même contraint de supplier. » Et il va plus loin. Il affirme que tout avait été prévu, y compris le scénario de la mort de Khamenei. Des dispositions complètes ont été prises pour la période qui suivrait l'éventuel martyre de notre imam Khamenei, et vous verrez qu'avec la formation du conseil de direction, un niveau absolument inimaginable d'autorité et de cohésion profonde prendra forme. Ce n'est pas de la propagande réactive, c'est un homme qui dit « Nous avions anticipé exactement cela ». Et que la réponse était déjà planifiée. En face, Trump prend la parole dans un discours qui dure plusieurs minutes. Il décrit Khamenei comme l'une des personnes les plus maléfiques de l'histoire. Il annonce que la chaîne de commandement iranienne a disparu et que des officiers appellent par milliers pour demander l'immunité. Il promet de venger les 3 soldats américains tués. Puis vient la phrase qui résume tout. Malheureusement, il y en aura probablement d'autres avant la fin. C'est ainsi. 3 soldats américains morts confirmés par le CENTCOM. Trump lui-même admet qu'il y en aura d'autres. 2 chefs d'État, 2 escalades verbales et, entre les deux, des missiles qui continuent de voler. Et maintenant, parlons de l'onde de choc que vous allez ressentir, même si vous habitez à des milliers de kilomètres de tout cela. Le port de Jebel Ali, à Dubaï. 10% du trafic mondial de conteneurs, plus d'un tiers du produit intérieur brut de Dubaï est suspendu. DP World a stoppé ses opérations. Quand ce port s'arrête, les chaînes d'approvisionnement mondiales commencent à gripper. Le détroit d'Ormuz. 21% du pétrole mondial et 30% du gaz naturel liquéfié mondial est fermé par les gardiens de la révolution. Des dizaines de pétroliers sont immobilisés. Le prix du baril monte. L'aéroport de Dubaï, le plus connecté du monde, est paralysé. Air France annule ses vols vers Dubaï, Beyrouth, Riyad et Tel Aviv. Des milliers de passagers sont bloqués, environ 1700 vols annulés selon la firme d'analyse Cirium, soit plus de 20% du trafic aérien vers la région. Les assureurs maritimes suspendent leur couverture sur la zone du Golfe. Sans assurance, les navires ne bougent pas. Sans navire, les cargaisons n'arrivent pas. Les Émirats arabes unis ferment leurs bourses pendant 2 jours. Tout cela ne reste pas dans le Golfe. Cela se répercute jusqu'à vos prix à la pompe, vos factures de chauffage, le prix de vos téléphones et de vos vêtements qui transitent par